Sud Radio dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui à 13h04 sur Sud Radio. Stéphanie Demuru, vous avez le plaisir de recevoir Morgane Soulier, co-auteur de ce livre Métaverse, comprendre le monde qui vient. C'est écrit avec Michel Lévy-Provençal et c'est aux éditions Grasset. Bonjour Morgane Soulier. Bonjour. Bonjour Morgane Soulier. On va parler avec vous effectivement du monde de demain, vaste sujet, parce que c'est vrai que la métaverse, on ne sait pas vraiment quoi en penser. Ça fascine autant que ça inquiète. Une chose est certaine, c'est que certainement ça va changer le monde. Est-ce qu'on va vivre dans un univers virtuel, comme on peut le voir dans certains films de science-fiction? Quelles applications, quels dangers? On va commencer par le début, puisque dans votre première partie, vous nous expliquez un petit peu les prémices d'Internet et que tout va en fait très très vite. Absolument. Déjà, merci pour votre invitation. Et comme vous le dites à juste titre, c'est le monde de demain, mais c'est aussi le monde dans lequel on est déjà aujourd'hui et ça va très vite. Et pour revenir aux prémices d'Internet, effectivement, on voit qu'à peu près tous les 10-15 ans, Internet connaît une révolution qui se fait pas de façon brutale, mais qui se fait de façon assez linéaire. Si effectivement dans le livre on revient aux 3 phases d'Internet et celle qui nous intéresse le plus va être la dernière phase, mais le fil conducteur c'est début des années 90. Ouais. Vous êtes un simple internaute, vous aspirez juste de la formation. Bien dans le micro, Morgane. Pardon. Au début, début des années 90, vous êtes un simple internaute et tout ce que vous pouvez faire c'est lire des informations plutôt scientifiques d'ailleurs. C'était poussif quand même. Ouais, c'était poussif. Oui. C'était plus une page web. Juste du texte écrit, vous pouvez pas interagir, vous pouvez rien faire. Puis quelques années plus tard, on va dire début des années 2000, 2010, on parle du Web 2 avec les réseaux sociaux. Et là, nous, simples internautes, on peut créer du contenu, on peut commenter, on peut le mettre en ligne nous-mêmes, on est hyper autonome. Ouais. Et puis on arrive à cette 3e phase qui est ce qu'on appelle le Web 3. Ça change tout. À partir les réseaux sociaux, où nous, on peut créer des contenus, on peut interagir, c'est vrai que le monde change. Ça a été une révolution, ça a changé effectivement la façon dont on communique, la façon dont on peut à nouveau accéder à de l'information, mais aussi la créer. Donc après, il y a des choses positives et des choses négatives, comme chaque phase d'innovation. Les fake news sont arrivées à ce moment-là, mais aussi la libération de la parole sur beaucoup de choses. Je lisais dans votre livre, d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, qu'un sondage disait qu'environ 78% des gens estimaient que par les réseaux sociaux, enfin, ils pouvaient s'exprimer, donner leur avis, et que c'était pour eux très libérateur, finalement, voilà, parce que jusqu'à présent, leur parole était contenue. Oui, et par exemple, si on pense aux phénomènes actuels, si on reste ancré dans l'actualité, tout ce qui est les phénomènes MeToo, tout ce qui est la libération de la parole de la femme, par exemple, c'est lié aux réseaux sociaux, où finalement on s'exprime de façon beaucoup plus libre, on a cette possibilité finalement de lever les tabous sur plein de choses et c'est grâce aux réseaux sociaux. Et vous nous disiez que ça allait tellement vite, ça c'est quand on s'est parlé un petit peu avant l'émission, vous me disiez j'ai fini le livre avant finalement que l'intelligence artificielle soit aussi connue, c'est dire comment les choses évoluent rapidement. Les choses vont très vite, effectivement. On a parlé de métaverse, on a commencé à parler de métaverse fin 2021, je pense qu'on va y revenir. ChatGPT est arrivé sans qu'on s'y attende vraiment fin 2022, novembre 2022. Hier, ou il y a quelques jours, la société mère de ChatGPT lance Sora, qui est la première intelligence artificielle générative de vidéo. En fait, tout va très très vite et je suis incapable de vous dire quelle va être l'innovation de demain, en fait. Alors, ce livre est consacré au métaverse. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement ? Très difficile de donner une définition une définition affirmée d'un mot qui n'existait même pas il y a 2 ans. Il faut savoir que début 2024, le Larousse et le Petit Robert ont rentré le terme métaverse dans le dictionnaire. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que finalement, c'est un mot qui est arrivé dans nos foyers, qui s'est démocratisé, qui est arrivé dans nos esprits collectifs. Le métaverse, le métavers, la métavers, les métaverses, on ne sait pas en fait. C'est ça qui est intéressant. Moi, je l'imagine comme ce qu'on a dit tout à l'heure, finalement une évolution d'Internet, une nouvelle étape d'Internet. Jusqu'ici, Internet, on y accède en 2 dimensions derrière nos écrans. Et à mon sens, les prochaines évolutions, et on le voit bien, je vais donner quelques exemples, mais en fait, à mon sens, c'est un Internet en 3 dimensions. Oui. On sera plus derrière nos écrans, on sera dans notre écran et on va pouvoir à nouveau modifier la façon dont on communique, dont on accède à de l'information de façon beaucoup plus interactive et beaucoup plus immersive. Et il faut le préciser, les opérateurs Meta, par exemple, investissent énormément. Donc eux pensent en tout cas que c'est le futur.
Eux et pas que, je pense, parce que effectivement, si on pense aux grandes, aux big tech, Meta, donc pour refaire un petit contexte, enfin recontextualiser le fait, on a tous entendu parler de métaverse fin 2021 quand Mark Zuckerberg a opéré le rebranding de Facebook en Meta, il a pris la parole sur ce sujet et peut-être qu'on reviendra sur le pourquoi il l'a fait à ce moment-là. On peut le dire tout de suite. Ouais, alors juste qu'on redonne 2021, si on se replonge en 2021, 6 janvier 2021, envahissement du Capitole. Courant 2021, Frances Haugen, qui est la lanceuse d'alerte de Facebook, qui accuse son ancien employeur de ne pas avoir été capable de suffisamment modérer les incitations à la haine et à la violence. Donc 2021, alors que Mark Zuckerberg était l'homme de l'année pour le Time 10 ans plus tôt, là il est le diable. Et il veut nous montrer que finalement son réseau social n'est pas unique, enfin son entreprise n'est pas uniquement un réseau social. Et donc montrer qu'il est innovateur aussi en technologie. Il avait acheté les casques Oculus de réalité virtuelle quelques années plus tôt, et donc il fait ce rebranding en méta, peut-être un petit peu trop tôt dans nos esprits collectifs à nous pour vraiment comprendre ce qu'était le métaverse. Donc ça c'est un point vraiment fort. Et pour revenir à votre question initiale sur les grands de la tech qui investissent dans le métaverse, pas uniquement, par exemple chez nous, Renault, dans l'industrie, a annoncé il y a quelques semaines investir massivement dans son métaverse industriel. Donc le métaverse, ce n'est pas que réservé aux grands de la tech ou aux jeux vidéo. Renault, c'est vrai qu'on les attendait pas nécessairement là. On se l'imagine pas, pardon à nos amis de Renault, mais on se les imagine pas forcément, voilà, tout de suite comme ça en voiture du futur. Comment Renault a utilisé le métaverse ? Alors en fait, effectivement, nous, une fois de plus, si on est un simple internaute, consommateur, citoyen lambda, on se rend pas compte que le métaverse est déjà opérationnel dans beaucoup d'industries, dont l'industrie automobile. Renault a investi plusieurs centaines de millions d'euros dans son métaverse industriel, et aujourd'hui, par exemple, les peintres des carrosseries de nos voitures actuelles sont déjà formés sous forme de réalité virtuelle, donc avec des casques de réalité virtuelle, ce qui permet d'analyser les gestes et de les corriger mieux, ce qui permet de ne pas dépenser inutilement de la peinture, ce qui permet aussi à des ingénieurs du monde entier de se réunir autour d'un projet. Et donc voilà. Et Renault a annoncé rien que cette année en 2023 avoir déjà fait 270 millions d'euros d'économies grâce à son métaverse industriel. Oui, c'est pas mal, effectivement. Vous parliez de l'Oculus de Facebook. C'est vrai que ça n'a pas vraiment pris. On en est où finalement avec ce métaverse ? On a l'impression que ça a démarré sur les chapeaux de roue et que finalement ça marque un peu le pas. Ça n'a pas vraiment pris. Je pense que ça va arriver, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, 2021 et 2022, l'Oculus a été un des cadeaux les plus faits aux États-Unis au moment de Noël. On le voit en fait dans les analyses des applications qui sont téléchargées. Au lendemain de Noël aux États-Unis, sur l'App Store, ce qui a été le plus téléchargé, c'est l'application Oculus. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Ensuite, effectivement, pour ceux qui ont déjà essayé un casque de réalité virtuelle d'Oculus, c'est des casques qui sont vraiment pas agréables à porter, qui sont encore extrêmement lourds. Dans le livre, je décris bien, Mark Zuckerberg a à la fois investi dans Oculus, mais aussi dans Ray-Ban, pour des lunettes de réalité augmentée. Donc là, ce sera plus des gros casques, et il a déjà annoncé les prochaines sorties de ces casques et de ces lunettes en 2024, 2026, 2028. Donc lui sait aussi que c'est pas encore mature, mais qu'il travaille à sa maturité. Et puis, il faut garder en tête, juin 2021, Tim Cook qui annonce le lancement des premiers casques de réalité augmentée pour le coup d'Apple, et la sortie vendredi dernier, le 2 février aux États-Unis, avec plus de 300 000 ventes le jour de la sortie. Donc c'est un succès déjà phénoménal en fait. On va en parler dans quelques instants justement, Morgane Soulier. Et peut-être que vous nous regardez sur la page Facebook de Sud Radio avec votre casque. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Intervenez 0826. Pas trop de commentaires désobligeants, chers auditeurs. Parce que... Évidemment. Ou peut-être avec votre Apple Vision si vous êtes aux États-Unis. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru.
13h16 sur Sud Radio, nous sommes toujours en compagnie de Morgane Soulier qui vient nous voir pour ce livre Métaverse, comprendre le monde qui vient, c'est aux éditions Grasset. On essaie de comprendre avec vous, Morgane Soulier, le monde de demain. Vous nous parliez de la métaverse et de ce casque Apple qui vient de sortir aux États-Unis et qui pourrait bien faire passer une étape. Oui, alors gardons en tête que Apple n'est jamais à la source des innovations, mais ils ont la capacité de démocratiser l'usage de certains dispositifs chez nous. Je pense à l'iPhone, Bien je pense sûr. à l'Apple Watch, je pense à l'iPad. En fait, Apple n'a pas inventé le smartphone, mais ils ont eu cette force marketing, financière, et puis technique aussi, de démocratiser Et vous avez des l'usage. retours justement sur ce casque ? Alors justement, ce qui est assez phénoménal, c'est que quand Tim Cook a annoncé le lancement du casque en juin, les analystes disaient mais c'est extrêmement cher, 2, ça va être encore extrêmement lourd, il n'y a pas d'application pour le moment en 3 dimensions, c'est ça ? $4 000, c'est $4 000. beaucoup, hein. Et comme je disais tout à l'heure, le premier jour de la sortie, 300 000 ventes, c'est énorme. Et donc en fait, ça prouve que que c'est extrêmement attendu. Il y a déjà de très nombreuses applications qui sont dedans, qui sont adaptées en 3 dimensions, parce que du coup il faut adapter les applications de l'App Store actuelles en 3 dimensions. Et chez nous, par exemple, Decathlon est déjà en train de développer son application qui va permettre un usage d'adapter ces applications dans l'Apple Vision Pro, donc en 3 dimensions. Justement, les applications, parce que c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu le film Ready Player One de Spielberg, qui a quelques années déjà, où on vit, où les gens vivent dans le virtuel, ne se parlent plus. Est-ce que ça, vous y croyez clairement ? Alors je pense qu'on va arriver à quelque chose d'assez hybride en fait. Je pense qu'on peut distinguer les casques de réalité virtuelle avec les casques de réalité augmentée. Là où Mark Zuckerberg avec son Oculus Quest nous propose des casques de réalité virtuelle qui nous coupe complètement du monde physique, là Apple nous propose un casque de réalité augmentée qui plug des informations sur notre monde physique. Donc on n'est pas dans. Donc on n'est pas complètement en immersion. Sachant que on en parlera certainement tout à l'heure. Les deux possibilités ont des applications dans notre monde réel, notamment par exemple la réalité virtuelle permet de former les chirurgiens de demain. Oui, ça c'est vraiment dans la santé, c'est un point extrêmement important. Ouais, on parlait de la pénurie des médecins. Est-ce qu'on va pouvoir finalement se soigner soi-même, avoir des diagnostics fiables ? Alors se soigner soi-même, je sais pas, mais par contre, ce que va permettre, à mon sens, ces évolutions technologiques dans le domaine de la santé, je vois plusieurs usages, ou en tout cas plusieurs cas d'application dans le domaine de la santé qui vont être un grand bénéfice pour nous, patients, mais aussi pour tout le système de soins. Lesquels ? Par exemple, tout à l'heure je disais, les chirurgiens de demain peuvent déjà se former grâce à la réalité virtuelle. C'est-à-dire, il y a des simulations d'opérations qui pourraient être un petit peu compliquées, ou pas d'ailleurs, des opérations, et donc plutôt que de se former sur des corps déjà morts, en fait, on peut reproduire des opérations un peu sensibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les chirurgiens d'aujourd'hui, notamment il y a eu une première opération de la moelle épinière à l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis, des chirurgiens d'aujourd'hui sous forme de réalité augmentée, c'est-à-dire que quand le patient est sur la table d'opération, ils ont des informations qui viennent s'incruster sur le corps du patient pour permettre plus de précision. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, moi, en santé mentale, j'y vois des grands bénéfices, notamment, j'en parle dans le livre, l'association des narcotiques anonymes, donc qui accompagne des personnes qui souffrent d'addiction, a réuni, un peu comme les alcooliques anonymes dans la vraie vie, mais sous forme de réalité virtuelle, donc sous forme d'avatar, ils se sont retrouvés dans un monde virtuel, et les patients qui ont pu accéder à cette opération, à ce moment assez inédit, témoignent eux-mêmes, en fait, ça fait tomber les barrières. Et moi, j'y vois des grands bénéfices, à la fois pour les personnes timides qui sont mal dans leur peau, qui veulent pas qu'on les voit, qui veulent pas qu'on les pour des grands chefs d'entreprise ou des personnes connues qui ont besoin d'accéder à des thérapies mais qui veulent pas qu'on les reconnaisse, pour des personnes qui sont en situation de handicap qui peuvent pas sortir de chez elles. Enfin voilà, il y a beaucoup de bénéfices dans le domaine de la santé. Également dans le tourisme. Alors bon, c'est sûr qu'il faudra pas que ça soit $4 000 parce que ça va empêcher beaucoup de monde de l'acheter, mais c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher de voyager. Il y a aussi la tyrannie souvent de l'écologie. Est-ce que ça sera amené finalement à remplacer le tourisme, le vrai ? Alors, à la fois à le remplacer,
mais à la fois à le sublimer, j'ai envie de dire. Alors pour le remplacer, c'est effectivement, il y a plusieurs villes dans le monde entier qui commencent déjà à proposer leur ville dans le métaverse. Je pense à Séoul, je pense à Tokyo, je pense à Los Angeles. Des villes très modernes. Ouais, et pas que, il y a la Barbade aussi, il y a des petites villes aussi qui se disent... On peut pas se baigner quand même, c'est bête. La Barbade, c'est bête de pas profiter de voilà. Et donc il y a sa limite. C'est vrai. Et donc ces villes-là, elles proposent à la fois aux touristes, mais à la fois aux citoyens, aux habitants de la ville, d'accéder soit à des informations administratives, soit de visiter la ville de façon virtuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'une agence de voyage à New York propose de façon virtuelle des tours opérateurs via hélicoptère qui surplombent la ville de New York et se rendent compte qu'il y a une augmentation de 190% de réservations pour aller à New York réellement. Donc ça donne envie. Est-ce que vous, pardon Morgane, mais est-ce que vous y croyez justement à ce monde où on sait déjà qu'il y a le fameux phénomène des NFT, certaines entreprises achètent des terrains, Carrefour l'a fait, on peut acheter des œuvres d'art, des voitures de sport. Est-ce qu'il y aura vraiment un monde parallèle dans lequel on vivra tout simplement? Alors je pense pas que ce soit un monde parallèle, c'est un monde complémentaire. Enfin, ça va être des expériences complémentaires. Vous aurez votre appartement dans la métaverse? Ça, j'en doute un petit peu. Par contre, ça se dit déjà, ça se fait. Alors, il y a déjà, effectivement, en 2021, comme vous le dites à juste titre, il y a Carrefour qui a acheté sa parcelle de terrain. Alors peut-être qu'on ira faire ses courses dans un hypermarché virtuel et que ce sera tellement personnalisé qu'ils sauront que vous ne mangez pas de gluten ou vous ne mangez pas de je sais pas quoi et que dans cet hypermarché ou dans ce supermarché ou dans ce marché personnalisé, vous aurez les produits qui vous correspondront. Ça, c'est un point. Mais dans tout, mais en fait, effectivement, il y a eu une grosse hype fin 2021 avec AXA, avec Carrefour. Ce matin, je lisais, Forbes vient de lancer aussi son métaverse dans ce même, dans cette même plateforme de terrain virtuel dans laquelle Carrefour a investi pour proposer des expériences immersives, des formations. Donc finalement, non, c'est pas mort et certaines de nos entreprises continuent à investir. Ça veut dire que s'il y a un monde parallèle, là, je pousse la logique à l'extrême. Les lois, elles seront régies par qui? Vous volez quelque chose dans la métaverse qui appartient à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être jugé dans la métaverse par un tribunal ou... Non, alors ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que finalement le métaverse, c'est l'évolution d'Internet. Donc ce sera exactement les mêmes lois que les lois d'Internet qui sont en train d'évoluer. En fait, au départ des réseaux sociaux, il y a eu un énorme vide juridique parce que finalement, c'était quelque chose de naissant. Et à chaque fois qu'il y a une innovation, il y a un vide juridique et petit à petit, les législations viennent s'enrichir des usages qu'on y voit. Et c'est ce qui est en train de se passer avec, au niveau européen, au niveau mondial, des projets de loi qui sont en train d'émerger. Mais pour le moment, de toute façon, vous avez une action dans le métavers, c'est vous qui êtes responsable. De toute façon, vous êtes un être humain et c'est vos actions à vous qui seront jugées. Alors là, on est en train de parler quoi d'un monde à horizon, une décennie, alors, un peu moins. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà des usages qui existent, mais notamment c'est les pays d'Asie du Sud-Est qui sont vraiment très précurseurs, qui sont pionniers. En Corée, il y a énormément d'usages sur des plateformes type Zepeto que vous connaissez pas encore en France, mais Zepeto a annoncé mettre en place une équipe à Paris pour développer cette application qui touche déjà plus de 300 millions de Coréens. Donc c'est absolument 300 millions de personnes en tout cas dans le monde. Donc c'est absolument énorme, avec des marques comme Zara, comme Gucci, comme Dior, notamment beaucoup de marques du luxe qui sont très présentes et qui font déjà énormément de business. Mais pour nous, en France, effectivement, moi je le vois avant la fin de la décennie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas encore mature. Enfin, c'est pas mature. Alors, je ne veux pas faire de publicité, mais c'est vrai que pour ceux qui ont la chance d'habiter ou de passer à Paris, il y a cette visite incroyable de Notre-Dame en virtuel. Là, on se rend compte quand même des possibilités. Sans spolier, on a même un petit peu le vertige. C'est vrai que ça va très loin. Les applications se rendent compte, parce qu'on peut avoir l'air un petit peu folle de parler comme ça, mais il y a on est vraiment dans un autre monde. Exactement. Alors, vous parlez effectivement de Notre-Dame. Pour pas être que parisien, à Lyon, il y a Khéops. Oui. Je sais qu'à La Rochelle, il y a un autre... hier, l'opéra de Lorraine de Nancy a annoncé son propre métaverse qui nous permet de rentrer dans l'opéra. Et c'est effectivement des expériences que je recommande à tout le monde qui sont phénoménales, où on rentre dans un monde complètement onirique, complètement féerique. On est embarqué et comme vous dites, on nous dit de nous baisser, on se baisse. Il y a des oiseaux qui nous arrive dessus, voilà, c'est formidable. Quelles sont les limites, justement, les dangers
Alors oui, avant d'en venir au danger, justement pour compléter cette question de la réalité virtuelle et de Kéops et de Notre-Dame, un autre domaine d'application qui moi m'est vraiment cher et pour lequel je pense que ça va être quelque chose de très positif, c'est dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, je voulais mettre en avant une initiative qui m'a beaucoup marquée, qui est dans le jeu Fortnite. Donc probablement ceux qui nos auditeurs soit jouent à Fortnite, soit ont des enfants qui jouent à Fortnite, un jeu de guerre, donc où les joueurs s'entretuent. À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Martin Luther King, Fortnite et le magazine Time ont fait une collaboration et permettaient aux joueurs d'accéder au discours reconstitué de Martin Luther King. Donc dans un objectif d'éducation, d'éducation, de cours d'histoire, je trouve ça phénoménal. Donc voilà. On évoquait les dangers, mais on va les évoquer après. On va marquer une petite pause. Oui, je crois qu'il y avait même eu des concerts dans Fortnite en direct. Absolument. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On est toujours avec Morgane Soulier, Stéphanie Demuru. Et puis vous, 0826 300 300 pour poser toutes vos questions ou pour réagir tout simplement. À tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Et on poursuit notre entretien avec Morgane Soulier qui a écrit ce livre, la Métaverse, avec Michel Lévy-Provençal, Comprendre le monde qui vient. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile à comprendre ce monde. On a l'impression qu'on est dans un film de science-fiction. D'ailleurs, vous me disiez là hors antenne, les films de science-fiction, ils ont été très très visionnaires. Alors, on peut penser qu'ils ont été très visionnaires. On pense notamment à Tron, on pense à Minority Report, on pense à Matrix. Il faut savoir qu'un réalisateur scénariste comme Steven Spielberg, quand il imagine Minority Report ou tous les films qu'il a pu imaginer qui semblent très visionnaires, en fait, il a passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois auprès des ingénieurs des laboratoires de recherche et développement du MIT. Donc en fait, c'est les ingénieurs des laboratoires de recherche et développement des MIT qui ont donné aux scénaristes, aux réalisateurs, la vision de comment est-ce qu'on peut imaginer que le monde va évoluer au regard des connaissances qu'on a de l'évolution de l'informatique et des choses comme ça. Donc en fait, ça paraît logique que ça colle à la réalité vers laquelle on va. Alors, elle n'est pas toujours gaie, cette réalité, parce que c'est souvent un monde de solitude où on est, je le disais, chacun de son côté avec ses lunettes. Ça veut dire aussi que y a beaucoup de gens seuls, il y a beaucoup de gens célibataires. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une vie amoureuse dans la métaverse, avoir un amoureux sans les emmerde, finalement. Ouais. Alors on a vu que les réseaux sociaux et que les applications ont permis des rencontres, notamment les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de rencontrer des gens dans le monde entier, et je suis sûre qu'il y a des très belles histoires qui se sont créées de personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux. Ce sera probablement la même chose dans le métaverse, et après, moi je crois en l'être humain qui a besoin de se rassembler, et du coup on pourra très bien rencontrer un avatar dans le métaverse, lui donner rendez-vous et le voir dans le monde réel, ou créer de très très belles amitiés. Il y a de très belles amitiés qui se créent comme ça. Ou de belles histoires d'amour. Et vraiment, de belles histoires d'amour, exactement. Après, ce qui est rigolo, si vous lisez le livre, pour rappel, le livre en fait est fait en 3 grands chapitres, 3 grandes parties. La première partie qui est cette histoire de l'Internet où on explique le contexte, comment est-ce qu'on en est arrivé là. La deuxième partie qui explique secteur d'activité par secteur d'activité, comment finalement il y a déjà des usages qui sont en train d'arriver. Et voilà, entreprise par entreprise. Et puis cette troisième partie qui est un peu ce que j'appelle un roman de science-fiction avec 4 scénarios qui nous projettent dans des mondes de 2030, 2040, 2050, 2060. Et pour rejoindre ce que vous étiez en train de nous dire, avec un terme qu'avec Michel Lévy-Provençal on a inventé entre guillemets, qui est l'épidémie de solitude. C'est si on fait l'hybridation de plusieurs technologies actuelles qui sont l'intelligence artificielle et le métaverse, on peut penser que dans un monde très 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 proche, oui, tout sera personnalisé à nos goûts, à nos envies, à nos besoins. Quelle tristesse, non ? Quelle tristesse. Et du coup, votre monde virtuel, il pourrait être tellement tellement personnalisé que vous vous retrouveriez seul dans votre monde virtuel. Donc effectivement, ça c'est pas un monde enviable. Je suis d'accord avec vous. Mais vous y croyez vraiment, sincèrement, parce que regardez, après le Covid, les gens se retrouvaient sur Internet, sur les forums, sur les plateformes
pour boire des apéros et finalement tout le monde s'est retrouvé après le Covid. C'est pour ça que vous savez, il y a toujours les techno-optimistes et les techno-pessimistes. Il y a le petit ange et le petit diable. Et quand on nous dit on arrive dans un monde qui est absolument atroce, je veux pas de ce monde-là, un monde où on est avec nos casques de réalité virtuelle, on parle plus à personne. Je pense que l'être humain a des besoins qui sont physionomiques, qui sont physiques, qui sont tout ce que vous voulez. On aura toujours besoin de boire et de manger, de dormir. Et à mon sens, de se rencontrer, en fait, de se voir. Et je crois fortement qu'en fait, il va y avoir un équilibre. Ce sera pas tout noir ou pas tout blanc. Justement, on a évoqué tout doucement les dangers. Oui. Cette distorsion de la réalité, ça peut justement peser. Alors, je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment d'études scientifiques qui nous permettent de comprendre si, les casques de réalité virtuelle ou augmentée portés plusieurs heures par jour peuvent avoir un impact cognitif. Ça, on n'a pas encore d'analyse mais même scientifique. le fait tout simplement des dangers psychologiques à vivre dans une réalité qui est pas, non pas que la réalité soit toujours très brillante, mais enfin. Ouais, alors il y a des personnes qui sont absolument contre ces mondes virtuels, qui disent mais c'est absolument atroce, on va pouvoir se créer des avatars à notre envie, à notre propre goût, et du coup quel rapport on aura à nous-mêmes. Mais en fait, quand vous faites le test et les chiffres montrent que quand on vous demande de vous créer un avatar, vous le créez plus ou moins comme à votre image, en fait, parce que vous avez envie qu'on vous reconnaisse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, là où je vous rejoins, c'est que finalement, 10 ans après les réseaux sociaux, on se rend compte que effectivement ça a un impact psychologique, et là pour le moment on n'a pas encore ce recul là sur les mondes virtuels. Est-ce qu'on a déjà une idée de finalement quelle population est le plus attirée par ce monde virtuel? Est-ce que ce sont nécessairement les jeunes? Parce qu'on rappelle quand même que il y a beaucoup de monde qui ne sont pas équipés en numérique. Alors pour le moment, il y a plusieurs points dans votre question. Le premier point, c'est que rien qu'en France, il y a encore 17% de la population qui est en fracture numérique. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore accès pleinement à Internet. Donc un des gros enjeux de diffusion de ces nouveaux usages va être la diffusion de la 3G déjà, qui n'est pas partout, de la 4G, puis de la 5G. Donc, comme on disait tout à l'heure, on n'y est pas avant 2030, je pense. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour répondre à votre question, aujourd'hui, il y a plusieurs types de cibles de personnes qui utilisent le métaverse. Une étude récente a indiqué que 50% ce qu'on appelle les millennials, donc ceux qui ont 20, 25 ans, je pense aujourd'hui, envisagent d'ici 2 ans que leur travail se fera en partie dans le métaverse. Ah oui. Donc ça pousse quand même les entreprises à dès aujourd'hui réfléchir à leur stratégie d'adaptation pour pouvoir attirer les plus jeunes. Et quand il y a déjà beaucoup pardonnez-moi, mais il y a déjà certaines entreprises qui organisent justement des réunions à distance où finalement les salariés ne sont plus obligés de prendre l'avion pour se réunir en convention. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'exemples et j'allais y venir. Quand Alexandre Bompard en 2021-2022 pour Carrefour fait le premier événement de recrutement dans le métaverse, c'est bien pour attirer les plus jeunes et pour dire mais en fait on est une entreprise hyper moderne, vous avez envie de travailler dans le métaverse, venez chez nous, on le fera. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement il y a de plus en plus d'entreprises au niveau mondial qui réunissent leurs collaborateurs dans le métaverse, donc sous forme d'avatar. C'est quelque chose d'un peu ludique, mais je peux vous citer PricewaterhouseCoopers. Alors c'est des grands groupes pour le moment et certainement des plus petits qui font pas parler d'eux, mais il y a déjà des usages. Et Stéban, vous êtes attiré par le métaverse? Je suis pas assez calé techniquement. Non, mais il y a une question qui revient sur les réseaux sociaux. Dites-moi, quelles sont les questions qui reviennent? On peut acheter une parcelle de terrain sur le métaverse. Concrètement, ça sert à quoi? Alors, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Il y a des entreprises qui ont déjà acheté des parcelles de terrain, à l'image donc en France, Carrefour. La personne demande un particulier. Pour le moment, pas grand-chose. Mais à terme, il y aura certainement des cas d'usage avec des jeux. C'est plus de la gamification pour le moment en fait. Après, dans les autres usages que vous pouvez faire dans le métaverse, si vous avez votre parcelle de terrain et si vous avez votre avatar, vous pouvez l'habiller, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Mais on a bien vu au moment de la grande hype entre guillemets fin 2021 du métaverse, dans The Sandbox qui est une plateforme justement où on peut acheter des parcelles de terrain, il y a un yacht virtuel qui s'est acheté $690 millions. Donc là, on comprend l'éclatement de la bulle.
Quelqu'un de très très riche. Sérieusement, quoi. Et on a une autre question qui revient. Attendez, non mais il en a. Non mais ça m'intéresse votre question. Mais il en a fait quoi de son yacht? Parce que là, on comprend pas surtout bien. que c'était au moment où le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les crypto-monnaies qui sont d'usage sur ces plateformes-là, étaient très 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 hautes. Donc aujourd'hui, son yacht à 690 millions de dollars, il en vaut peut-être 100 millions et encore. Qu'est-ce qu'il en a fait? Je pense beaucoup de communication externe en fait. Ouais. Mais voilà, il y a des stars, Snoop Doggy Dogg, Paris Hilton, qui ont leur monde virtuel où on peut aller se baigner dans la piscine de Paris Hilton, on peut aller au concert de David Guetta. Donc ça paraît complètement énigmatique comme ça, mais il y a des personnes qui y vont et qui sont prêts à payer pour accéder au concert de David Guetta dans le métaverse. Et l'autre question qui revient beaucoup, c'est est-ce que finalement le jeu vidéo, pour ceux qui connaissent les Sims, c'était pas un peu précurseur? Alors il y a les Sims, il y a Second Life, il y a de nombreux effectivement de nombreux jeux ou de nombreuses plateformes qui existaient il y a déjà plus de 20 ans. La différence avec les Sims par exemple, c'est que c'était pas un jeu ce qu'on appelle persistant, c'est-à-dire que le jeu ne continue pas de vivre si vous n'y êtes pas. Alors expliquez-nous ce que c'est Sims pour les gens qui ne connaîtraient pas. Alors Sims, c'était un jeu il y a à peu près, je dirais, une vingtaine d'années où on se crée un petit avatar, on se crée un petit personnage et puis on allait construire des villes, on allait rencontrer on pouvait construire son monde virtuel dans un jeu vidéo effectivement. On a un premier auditeur qui nous appelle au 0826 300 300. C'est Julien qui nous appelle depuis Créteil. Bonjour Julien. Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Bravo pour votre remplacement d'André Berco. Au pied levé, sans mauvais jeu de mots, avec le pauvre genou d'André. Hein. Mais merci à vous Julien. Je fais de mon mieux. Je sais qu'il était remplaçable. Non, mais je vous suivais pour information. Vous parliez de la censure en tout début d'émission. Je fais une petite digression. Et vous le faisiez très bien quand vous étiez à l'émission. Bravo déjà pour ça. Et je voulais saluer votre invité parce que le sujet est très intéressant. Moi, je me posais une question qui fait le lien avec ce dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aura pas finalement d'une forme de censure et de contrôle des opinions dans le métaverse, dans ce microcosme parallèle? Moi, je me pose la question notamment avec tout ce qui est algorithme. Et toutes ces nouvelles technologies qui régulent aujourd'hui déjà nos vies avec les réseaux sociaux et avec Internet. Et finalement également, qui est-ce qui va réguler ce monde virtuel? C'est ça également une question que moi je me posais. C'est une très bonne question et ça rejoint effectivement, cher Julien, le débat de tout à l'heure. Oui, bonjour Julien, merci beaucoup pour votre question et puis pour votre écoute. Effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a encore un gros vide juridique concernant ces mondes virtuels, mais on peut imaginer, et c'est le cas, que finalement les législateurs au niveau du monde entier sont en train de développer des projets de loi qui intègrent aussi l'intelligence artificielle générative. Vous parliez tout à l'heure ce qu'on peut entendre dans votre question, c'est la régulation aussi des fake news. Enfin, on peut intégrer, je pense, tous ces sujets-là, des deepfakes. Comment est-ce qu'on arrive à développer du contenu qui soit qualitatif et qui soit authentique. Et donc, effectivement, toutes ces thématiques-là, elles sont en train d'être regardées de très près par l'Union européenne, par les législateurs américains, par la Chine. Pour le moment, il y a des gros vides juridiques et toutes ces questions, en fait, j'ai l'impression que vous connaissez un petit peu le sujet, mais il y a un enjeu qui est de réguler suffisamment, mais de ne pas trop réguler non plus pour laisser place à l'innovation et surtout à la liberté d'expression. Julien, vous avez déjà expérimenté justement le monde virtuel, la métaverse? Alors moi c'était plutôt le casque de réalité augmentée. Oui. Je l'ai expérimenté une seule fois. C'est vrai que c'est assez bluffant. Maintenant, je pense que vous l'aviez dit justement tout à l'heure. Je pense que c'est quand même deux mondes parallèles et je pense que ces mondes vont être complémentaires. Maintenant, ils vont certainement influer nos vies dans notre façon de consommer, mais également dans nos façons de penser et donc forcément dans les politiques qui vont être mises en œuvre. Donc je pense que toutes ces plateformes et toute cette intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies effectivement du métaverse, on le voit bien quand Facebook change de nom, ça veut bien dire qu'il a pris conscience que demain le Facebook d'aujourd'hui ne sera absolument plus le même et il y aura, je pense, une influence énorme dans les choix politiques qui vont être mis en œuvre et donc dans nos vies. Donc je pense que ce sont des outils qui sont à la fois
fois fascinant et en même temps très inquiétant. Moi, ce qui me fait peur, je vous le dis très franchement, c'est de me dire que quel poids vont avoir ces entreprises, pour ne parler que de Facebook Metaverse, et de l'Union européenne que vous avez cité. Moi, ça me rassure pas trop que l'Union européenne régule là-dessus, parce que en général, quand ils régulent, c'est pas vraiment pour une pluralité, c'est plutôt pour, on va dire, donner la faveur à la pensée unique et à la pensée dominante. Donc moi, j'avoue que ça a plus tendance à m'effrayer, même si je pense que, comme disait un certain philosophe, on n'arrête pas le progrès et que c'est plutôt une bonne chose, mais il faut suivre ça de près, quoi. Morgane ? Oui, vous avez raison. Il y a plusieurs thématiques dans ce que vous avez dit. Déjà, l'évolution de notre façon, je pense, de consommer et d'accéder à l'information qui est très importante. Pour moi, c'est juste un canal de distribution complémentaire. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter un pull, on va dire, vous avez 4 possibilités, vous avez 4 scénarios pour pouvoir acheter votre pull. Vous allez en boutique, vous l'achetez, vous repartez avec. Vous allez sur Internet, vous l'achetez, vous le faites livrer. Troisième scénario, vous regardez sur Internet, le pull vous plaît, mais vous avez envie d'essayer pour savoir si la taille vous convient. Vous allez en boutique et vous repartez avec. Le quatrième scénario, vous allez en boutique, vous l'aimez bien, vous hésitez, vous rentrez chez vous, vous vous dites j'aurais dû l'acheter, vous allez sur Internet et vous l'achetez, vous le faites livrer. Et donc, à mon sens, finalement, les marques vont avoir un nouveau terrain de jeu et ça va être une nouvelle façon de consommer. Ça, c'est le premier point. Sur la nouvelle façon de communiquer, moi je trouve que c'est assez phénoménal. Si on reprend l'histoire de la façon dont on communique, il y a eu les lettres, et puis le téléphone fixe, puis le téléphone portable, puis les SMS, et puis la visioconférence. Finalement, aujourd'hui, des grands-parents sont hyper contents le soir de pouvoir voir leur petit-fils en visioconférence, ou voilà. Et demain ou avant la fin de la prochaine décennie, je suis absolument convaincue que le soir, ils pourront presque dîner à côté de leur petit-fils qui sera à l'autre bout de la France. Donc ça, c'est des choses assez positives. Ouais. Sur la régulation, là où je vous rejoins, et je pense là où l'Union européenne va devoir s'assouplir, c'est que il y a quelques mois, l'Union européenne voulait être pionnier dans la promulgation de projets de loi sur les sujets de l'intelligence artificielle et du métaverse. Ils se sont fait passer devant par la Chine, qui très rapidement a proposé 19 textes qui sont justement très souples, alors qu'on s'attendait à ce que la Chine ait des textes très difficiles et très souples qui justement ne viennent pas ternir et ne viennent pas empêcher l'innovation. Et du coup, l'Union européenne va devoir de toute façon s'assouplir aussi sur ces sujets-là. L'Union européenne qui, cela dit, est assez à la traîne. Il faut bien le dire aussi dans la production, que ce soit de l'IA ou de ces questions métaverses, Julien. Non, mais moi je vous rejoins. Et c'est vrai que pour rester dans le contexte actuel, si on parle que de l'Union européenne qui aujourd'hui quand même régit nos vies, sans aller dans ces nouvelles technologies, quand on voit le DSA qui est en place, l'article 4 qui a été revoté, RT, Sputnik, vous avez bien connu, qui a été supprimé des antennes, CNews qui est menacé, moi ça me rassure pas, très honnêtement, même si je suis plutôt pour les nouvelles technologies, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Il faut pas être fermé, dire non à tout, mais là quand on cite effectivement rien que ces exemples-là et la pluralité, la diversité des opinions, c'est pas très rassurant, très honnêtement, quand on voit la façon de fonctionner de Bruxelles, très franchement. Mais alors justement, c'est très technique ce que vous dites, et pour les personnes qui sont pas du tout au courant de ces sujets de DSA, pour qui c'est un peu énigmatique, on explique très bien dans le livre, parce que le livre est très très pédagogique sur ces enjeux-là. Esteban, vous vouliez rajouter quelque chose ? On a une dernière question sur les réseaux sociaux qui nous dit: est-ce que garder un casque virtuel toute la journée, c'est bon pour notre santé, pour notre cerveau ? Est-ce qu'il n'y a pas une limite ? Il faudrait mettre une limite, parce qu'on devient un peu fou. On imagine que c'est pas génial. Ouais, c'est le sujet qu'on abordait tout à l'heure, qui est finalement, il n'y a pas encore d'études scientifiques qui nous disent quel impact psychologique, cognitif peuvent avoir ces casques de réalité virtuelle. Par contre, on est très nombreux à avoir expérimenté de mettre un casque de réalité virtuelle et au bout de quelques minutes d'avoir des vertiges. Donc ça prouve bien que les technologies sont pas encore tout à fait au niveau. Et Julien, par exemple, vous seriez prêt, vous, à dépenser, là, $4,000, c'est vraiment très très cher, mais voilà, c'est comme l'iPhone. L'iPhone, regardez, aujourd'hui tout le monde en a un, alors que ça coûte quand même très cher. Vous seriez prêt à acheter un casque virtuel si c'était à peu près accessible tout de même ? Non, très franchement, €4,000, ça me paraît quand même un peu élevé. Bien sûr que non, mais
Mais c'est vrai que, alors au début, faut jamais oublier que les nouvelles technologies en général, elles sont assez chères. Et puis ensuite, quand il y a une forme de banalisation de l'offre, les prix diminuent. Mais $4,000, non, très franchement non. Alors vous allez me dire, j'ai payé plus de 1 000 € mon smartphone, c'est exact. Oui. Mais là, on n'est pas dans le même, si vous voulez, on n'est pas dans la même cible. Je pense que ce sera plus restreint pour le début en tout cas. Après, il faut garder en tête que ce prix-là est voulu par Apple aussi pour que nous, simple grand public, on l'achète pas. Une fois de plus, c'est une première version qui est destinée plutôt aux développeurs et plutôt aux early adopters. Par contre, dans les prochaines versions qui seront du coup à un prix bien inférieur, ce qu'on peut imaginer et comme on voit que le monde est en train d'évoluer, normalement, à terme, ces casques devraient remplacer nos smartphones. Donc en fait, au lieu de vous acheter un iPhone, un Mac, un iPad, dans la rue, avec les casques. Déjà que les gens voient rien quand ils marchent dans la rue, c'est très agaçant, ils vous foncent dedans. C'est pas rassurant. Merci Julien, en tout cas, merci Julien d'avoir participé au débat. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de cet entretien. Et toujours avec vous au 0826 300 300, ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. Sud Radio dans tous ses états. Stéphanie Demuru. 13h51 sur Sud Radio, Stéphanie Demuru. Vous recevez aujourd'hui Morgane Soulier qui vient nous voir pour ce livre Métaverse, comprendre le monde qui vient. C'est coécrit avec Michel Lévy-Provençal et c'est aux éditions Grasset. Oui, et on parle de toutes les applications qui sont extrêmement nombreuses. Ça fait à la fois peur, ça fascine. Alors je vois un petit peu quand même la rédaction des gens, Esteban, et dans l'ensemble quand même les gens trouvent ça un peu dingo. Oui, un peu dingo, et surtout on a Johan qui nous appelle depuis Marseille pour nous en parler. Alors bonjour Johan. Bonjour. Est-ce que vous trouvez ça dingo, comme dit Stéphanie? C'est à la fois fascinant et effrayant. Moi, je travaille dans le domaine de l'informatique. On voit les applications dans les cadres des métiers, mais c'est vrai que maintenant, ça arrive sur le grand public. Ça peut être un petit peu effrayant. Et du coup, j'avais aussi une question pour votre intervenante. Bonjour. Bonjour. Justement, dans la projection que vous faites sur le monde de demain, est-ce que vous, notamment au niveau, là, on le voit du grand public, est-ce que vous imaginez que demain on pourrait avoir une sorte de réalité alternative à celle que l'on connaît aujourd'hui, où on va avoir des entreprises qui vont pouvoir développer leur modèle économique dessus, ou alors on va pouvoir faire des achats, de la revente, qui auront un impact après derrière sur le monde réel? Oui, absolument, et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a déjà de nombreuses entreprises qui ont des activités dans les mondes virtuels, dans le métaverse. Je pense, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'une application coréenne qui s'appelle Zepeto. Zara propose, donc Zara a énormément d'activités dans cette application qui est majoritairement utilisée par des Coréennes actuellement. Et si vous voulez habiller votre avatar en Zara, donc acheter une petite veste en jean pour votre avatar, pour que votre avatar soit à l'image que vous voulez lui donner, vous pouvez. Et vous pouvez également vous faire livrer la petite veste en jean pour votre vous réel dans la vraie vie. Donc ça, c'est des cas d'usage qui existent déjà, oui. Mais il y a déjà des marques de luxe, même, je crois. Beaucoup de marques de luxe, exactement. Dior, Gucci a son Gucci Town. Donc vous pouvez aller jouer à Gucci, enfin jouer dans Roblox, aller dans la petite ville de Gucci et accéder à des expériences un peu immersives. Et il n'y a pas que le monde du luxe, par exemple. Wendy's, qui est une marque de fast-food américaine, propose aux fans de Wendy's d'aller dans le Wendy's, pareil, la Wendy's Town ou je sais pas quoi, et quand ils sortent un nouveau, par exemple, je vais vous donner un exemple, ils sortent un nouveau burger, et en tant que joueur, vous allez dans la ville, sur la plateforme, et vous devez reconstituer le burger, et si vous y arrivez, vous avez un coupon pour aller chercher votre burger dans le monde réel. Donc il y a déjà comme ça des activités qui se font pour améliorer la relation client, en fait. Ça vous inspire quoi, l'informaticien que vous êtes? Alors, sur les applications, moi, ça fait quelques temps que j'ai vu l'application de la réalité augmentée, notamment pour les métiers, avec d'autres casques. C'était assez sensationnel, notamment sur les services après-vente, sur des pièces détachées, des choses comme ça, sur des métiers très pointus, j'entends. C'était assez bluffant. Maintenant, sur la partie grand public, ça me fait penser,
Je pense que ça, c'est mon côté geek, ça me fait penser un peu au film Ready Player One. Ben oui. Et oui. Voilà, où typiquement, on arrive. D'ailleurs, peut-être vous l'avez évoqué, mais il y a des Facebook, Meta, avec justement l'écrivain qui a écrit Ready Player One, font des recherches de développement et ont investi considérablement dans le développement du métaverse, justement pour créer un monde un peu comme ça. Ça peut être assez effrayant dans le sens où on peut perdre après un peu la notion de la réalité des choses. Après, oui, c'est ce que vous dites. Alors vous qui êtes informaticien et qui avez vu des applications depuis de nombreuses années dans le domaine industriel, comme on disait tout à l'heure, il y a à mon avis, deux secteurs d'activité qui bénéficient vraiment du métaverse. Enfin, en tout cas, des évolutions technologiques qui sont le domaine de la santé et le domaine de l'industrie. On parlait tout à l'heure de Renault. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas abordé avec Stéphanie tout à l'heure, qui est, il y a eu effectivement fin 2021 une espèce de grosse hype sur le sujet du métaverse, et on a l'impression que finalement c'était tellement ridicule qu'on s'en est désintéressé. Une autre innovation technologique a pris le dessus dans le monde médiatique, qui est ChatGPT avec l'intelligence artificielle générative en 2022. Et ce qui est très intéressant, c'est parce que c'est plus concret, c'est pour ça qu'on se projette plus dans quelque chose comme ça, mais le métaverse va arriver. On a un dernier auditeur, bien merci. Sûr. Merci Johan en tout cas d'avoir participé au débat, d'avoir posé vos questions. Merci, Alexandre du Tarn-et-Garonne, bonjour. 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 Alors, vous, ça vous inspire bien, pas bien? Moi, personnellement, ça m'inspire pas trop parce que on oublie le côté animal de la personne. Vous voyez? Oui. On réagit à nos sens. Or, vous savez très bien que quand on lit à la voiture, l'oreille détecte un déplacement, mais l'œil se voit immobilisé. Et donc, on a des nausées. Je comprends qu'au bout de 10 minutes, les gens avec un casque virtuel aient des nausées parce que le côté animal reprend le dessus. D'accord, dans ce sens. Je cherchais le... Mais oui, vous, ça vous fait peur un petit peu plutôt au niveau cognitif, c'est ça, Alexandre? Cognitif, mais moi, ce qui me fait peur là-dessus, comme un des derniers auditeurs parlait vis-à-vis de la politique et tout, c'est la propagande. Alors déjà qu'avec une télévision, on nous fait avaler n'importe quoi. Mais vous n'êtes pas naïf. Je le sens à votre voix. Je le sens à votre voix. On est combien de millions de naïfs, madame? On est combien de millions de naïfs? Ah non mais bien sûr, mais voilà. Vous pensez que ça va aggraver encore justement ce côté? Notre statut, oui, on va vers une humanisation totalement idiote. Parce que avant d'être des humains, on est des animaux, on fait partie du cycle naturel. Et là, on va vers une humanisation totalement à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a que l'humain. Et vous n'êtes pas le seul à le penser, effectivement. Merci en tout cas, Alexandre. Vous étiez le mot de la fin. Voilà, c'était pas très positif pour la métaverse, mais merci à vous, Alexandre. À très bientôt. Et merci donc à Morgane Soulier. Merci pour votre invitation. Merci Morgane Soulier d'avoir été. On rappelle votre livre Métaverse, comprendre le monde qui vient. C'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup Stéphanie Demurru d'avoir été avec nous. Vous revenez demain entre midi et 14h. Si je suis qualifiée en seconde partie. Évidemment. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio et ça parle pas de métaverse. À tout de suite. Merci à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.